nous aurons à parler de deux sujets. On va constater d'abord cette effervescence qu'il y a eu au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat hier. On va examiner un peu les différentes candidatures qui ont été, en tout cas, se sont manifestées là-bas. Et puis après, on va les analyser dans le fond, surtout en faisant un focus sur le profil des candidats des partis de l'opposition. Pas Franquin, le riche bonjour, Eric bonjour. Bonjour Tanguy. Il y a eu du monde hier à la Sénat, à la Commission électorale nationale autonome. Je crois qu'on a au total 5 duos et une candidate indépendante qui n'a pas eu beaucoup de chance avec les forces de l'ordre juste postées à l'entrée de la Sénat hier. C'est beaucoup à l'arrivée. Le riche, ça fait quand même, mettons, quand on voit un peu le nombre limité de parrainage, on ne se disait pas qu'on allait avoir quand même 5 duos. Ouais, c'est vrai qu'on se posait cette question, est-ce qu'il y aura autant de candidatures enregistrées? Mais bon, comme vous le savez, souvent les candidats, ce n'est pas la première fois, les candidats très souvent attendent les dernières heures pour prendre d'assaut la Commission électorale nationale autonome. De mémoire d'homme, il fut un moment où on a vu même des dossiers envoyés par-dessus le mur de la Sénat. Si, avec quelqu'un qui attend comme un gardien de but et qui l'attrape et on l'envoie par-dessus le mur. Exactement, donc il y a eu de ces scènes théâtrales qu'on a vécues au sein de l'enceinte de cette institution chargée d'organiser les élections. On peut dire que les choses se sont un peu améliorées maintenant. Donc avec c'est quoi? Comment ça? La Sénat ou c'est la Sénat ils ont mis des barbelés. Mais on a au moins compris maintenant qu'avec les parrainages, ça a diminué tant soit pour les candidatures. Oui. Parce qu'il fut un moment, vous le savez, des fois pour une élection présidentielle, on envoyait jusqu'à 13, 23. Qu'est-ce que 13? On en avait une quarantaine avant le terme de la Sénat. Oui. Et ça donnait véritablement du travail à la Sénat. Certains venaient avec des dossiers incomplets. En tout cas, pour la plupart, venaient avec des dossiers incomplets. Donc, ce sont des choses qui, véritablement, ne donnaient pas une très bonne image de ce poste que tout le monde convoitait. Parce que c'est un peu comme si c'était juste un petit beurre qu'on peut aller s'offrir au bout de la rue. Mais aujourd'hui, avec les parrainages qui sont assez limités, on se posait la question déjà de savoir est-ce qu'on aurait assez de candidatures, c'est-à-dire au-delà de 3 candidatures. Mais là, nous nous retrouvons à approximativement 5 candidatures. C'est déjà bien. Eric? Oui, je pense que à l'arrivée, on remarque que, comme on dit, des candidatures se sont manifestées et que justement sur la liste de ce que nous avons, la Sénat va rentrer dans un autre processus, l'étude de fond de ces dossiers, et peut-être qu'avec ce tamis qui se fera, on se rendra compte aussi que on va encore sans doute réduire le chiffre que nous avons justement ce matin. Mais comme hier, c'était la date clôture du dépôt des dossiers, on attendait surtout la candidature du duo des démocrates. Et ça n'a pas raté. Donc ça a été aussi une grande mobilisation des partisans et sympathisants de cette formation politique qui accompagnait le duo candidat à franchir cette étape. En tout cas, je pense que pour l'image que nous donnons de notre démocratie, de voir des gens dans une compétition saine, ça a été le cas où des citoyens ont manifesté donc l'envie et l'ambition d'être candidats portés par le parti politique et se sont donc inscrits dans ce processus-là. Et on a vu tout ce que la Sénat a déployé justement pour que chaque duo candidat soit reçu dans les mêmes conditions, justement avec la même qualité d'accueil pour que ces derniers puissent remplir toutes les formalités. Donc le processus se poursuit. La Sénat va rentrer justement dans une autre séquence de son agenda, justement sur l'étude de fond de ce dossier afin, en fonction même de ce que la loi dit, de finir par déterminer ce dont les dossiers sont à règle vis-à-vis de la loi. Et en tout cas, quand on fait foi un peu, je dois dire, au chef de Le Télégramme, faut-il dire, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier tout cela. 120 parrainages pour le duo Wada Intelata. Dis donc, c'est le carton, hein?
Oh, justement, alors, c'est vrai que c'est une information qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'une fois que la Sénat n'est pas rentrée à l'intérieur des dossiers pour voir non seulement la nature des parrainages, mais aussi le nombre exact de chaque parrainage, on ne saurait véritablement fixer un nombre. Mais cela nous serait étonné parce que nous savons que les deux partis de la mouvance disposent aujourd'hui justement le plus grand nombre de parrainages, ayant donc plus de maires et plus de députés. Donc logiquement, on peut comprendre que le duo candidat de la mouvance dispose autant de parrainages. Mais bon, quitte à voir après le travail de la Sénat si ce chiffre est assez vérifié. Ouais. Effectivement, sur des chiffres à prendre avec beaucoup de pincettes, pour l'instant on attend toujours l'étude en profondeur de la Sénat. C'est vrai que pour l'instant, les dossiers ont été vérifiés. On essaie de voir d'abord la complétude des dossiers, mais la Sénat ira beaucoup plus en profondeur pour voir maintenant si toutes les pièces sont réglementaires. Donc maintenant, c'est en ce moment-là qu'on pourra véritablement savoir si quelqu'un a véritablement eu tous les parrainages qu'il faut ou on a eu à profusion. Et maintenant, deuxième axe de nos discussions, le profil notamment des duos constitués. On a déjà les duos qu'on connaît, Wadaï Talata, on a désormais Paul Rompin Rouanou, on a pour les FCBE, Wadaï Talata c'est pour la mouvance BR, UPR, Mouel Bénin et RN. On a le duo de, mettons, du parti les démocrates, et Lodjou. On a une candidate indépendante aussi. Analyse d'abord des profils de candidature au niveau donc de partis de l'opposition. Je vais commencer par analyser le profil par l'effervescence qui accompagne les candidatures. On a vu une première effervescence beaucoup plus avec le duo Wadaï Talata. Et la Sénat était noire de monde, ou du moins les alentours de la Sénat étaient véritablement noirs de monde. Ça veut dire qu'il y a eu assez d'engouement, assez d'effervescence autour de cette candidature. Donc quand déjà on connaît Talata, qui quand même avait déjà été brigué le poste de vice-présidente, une personnalité de ce pays qui a incarné la sagesse et quand même la loyauté pour le camp Patrice Talon. On connaît également Wadani qui est l'économiste, l'argentier du pays et qui plusieurs fois a reçu plusieurs distinctions en tant que bon technocrate, en tant que bon argentier. Donc en tant que technocrate et l'autre très loyal au clan Talon, on pense que c'est carrément le ticket partant de la mouvance présidentielle. Et une autre euphorie du public, le duo candidat du parti Les Démocrates, où on a vu également le duo de ce parti venir à la Sénat avec accompagné d'une foule impressionnante aussi, même si c'est dans la nuit. Donc ça prouve déjà qu'on a une idée claire des deux endroits où le vrai match va se jouer. Je vais parler de la candidature Agbodjo Lodjou. Et déjà, on parle de Agbodjo qui aujourd'hui incarne un peu plus le plaidoyer, parce qu'on l'a vu plusieurs fois. Non seulement il est avocat d'une personne que vous connaissez très bien, qui aujourd'hui se retrouve dans les liens de détention, mais il incarne un peu comme il incarne non seulement la jeunesse, mais aussi cet avocat qui veut que la justice dise véritablement le droit et qu'on n'utilise pas des procès politiques en justice. Donc je pense que c'est cette image-là que Agbodjo veut incarner, et à côté de lui, Lodjou, qui est son colistier, qui, entre-temps, a été député sous la bannière de Force Clé, et pendant ce temps, on l'a vu critiquer, vilipender à la limite l'ancien président de la République, Yahi Boni, dont aujourd'hui, il est quand même le poulet, parce que, étant sur la liste des démocrates, on sent que lui, c'est quelqu'un qui incarne un peu la témérité de la politique. Donc, ces deux forces unies, c'est une manière de rallier à la cause des démocrates ceux-là qui ne se retrouvent pas en odeur de sainteté avec le gouvernement en place, avec la rupture, avec tout ce qui se passe. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ne se retrouveraient pas dans le camp, dans la rupture générale, risquent d'aller vers ce duo-là. Bon, un troisième duo qui m'épate bien évidemment, parce que là nous avons un confrère qui est colistier d'un candidat. Je vais parler du duo Hunkbe et Rouanou. Donc à ce niveau, on a remarqué qu'effectivement
il y a un autre candidat, c'est également un parti qui se réclame de l'opposition et qui est de l'opposition parce que n'ayant pas fait profession de la mouvance jusqu'à présent, donc est toujours de l'opposition, même si ce parti s'est débrouillé pour demander, pour faire un accord de gouvernance afin d'avoir les parrainages qu'il faut afin de participer aux élections. Déjà, on peut dire bravo à ce parti-là qui, quand même, participe à la vitalité de la démocratie béninoise en allant aux élections. Maintenant, quelles seraient véritablement ses forces? Je ne sais pas trop parce que là, on risque de voir cette troisième voie qui risque de prendre les indécis, qui ne soient ni de la mouvance ou ni de l'opposition et radicale, parce qu'ils se disent qu'ils sont de l'opposition apaisée ou de l'opposition qui gère les choses de façon encore plus pacifique. Et puis maintenant, nous avons un quatrième duo qui s'est présenté à un moment donné. Finalement, je ne maîtrise pas trop ce quatrième duo, un certain Onsavi et une dame Agathe Bello. Je ne sais pas grand-chose de ce duo, sincèrement. Et la dernière qui est venue, qui se positionnait toute seule, on l'a vu dans l'arène politique à un moment donné. On l'a vu beaucoup plus à côté des forces dans la zone de Boycon, du Zou et comme ça. À un moment donné, elle a un peu disparu. Elle s'est ralliée à un moment donné à la mouvance. Mais je me demande comment se fait-il encore qu'il y ait déjà un candidat de la mouvance et que celle-ci se positionne encore en tant que candidate. Et même le troisième duo dont j'ai parlé, ce duo se réclame aussi de la mouvance. Alors là, je me demande comment se fait-il que ceux-là qui se disent de la mouvance ne se retrouvent plus avec le duo Wadaï Talata. De toute façon, chacun a ses chances et chacun va jouer sa carte. Mais tout partira de la Sénat qui va dire oui, vous êtes apte à véritablement participer à cette consultation électorale. Eric. Non, mais je pense qu'à cette longue description de l'URICH, nous avons une variété qui témoigne justement de ce que nous avons comme force politique en présence dans le pays, de la mouvance comme du côté de l'opposition. Variété aussi de notre classe sociale, puisque vous en avez qui sont acteurs économiques, avocats, donc juristes, enseignants donc du secteur de l'éducation, experts en finance et tout ce que vous savez. Journalistes aussi, hommes des médias, et je pense que cela nous pourra aussi nous donner des ambitions peut-être à Tanguy, et pourquoi pas. Et donc, nous retrouvons justement avec ces profils, avec ce que nous avons comme formation politique et puis aussi comme variété de plusieurs secteurs. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est ce que la loi permet à chaque citoyen d'exprimer une certaine ambition de participer à une compétition, voyez-vous. Donc, et c'est ce qui s'est joué, en tout cas, ces derniers jours à la Sénat, sans oublier aussi cet aspect que vous avez évoqué d'une citoyenne qui s'est aussi présentée à la porte de la Sénat, participer à cette compétition électorale. Et donc, c'est ce que la démocratie offre à des citoyens dans un État qui ont envie justement de participer à une compétition. Après, la Sénat a fixé les règles. Voilà, donc ces derniers jours, c'est une mobilisation des acteurs politiques, mais aussi des citoyens à participer à cette compétition. Ensuite, l'étape où la Sénat, en fonction de ce que dit la loi, justement, va faire son travail pour restituer véritablement chaque citoyen. Parce que dans tout ce qui a été déposé comme dossier, évidemment, on est sûr qu'à l'arrivée, la Sénat finira par nous dire que voilà, il y a un duo, le dossier est complet, il y a un autre où il manque ceci. Et donc, ça va se faire comme ça. Et peut-être que à ce niveau encore, on verra encore plus clair sur les visages qui vont véritablement prendre part à cette élection. En tout cas, quand on voit un peu, c'est une évidence, hein, même si on peut douter des chiffres, c'est une évidence que le duo de la mouvance aura en tout cas une large quantité de parrainage. Et quand on voit après que LD, en tout cas les fiches de parrainage 28, en attendant que la Cour constitutionnelle tranche l'affaire qui est devant la justice et le recours qu'on a porté devant elle, et en attendant aussi que le parti FCBE nous dise s'il a pu avoir des parrainages à partir justement de ces différents accords, etc. On a bien l'impression que ça va être une compétition à 3 au maxi, le riche.
Oui, c'est l'image qui se dégage, une compétition à 3 au maximum, et peut-être même que la grande surprise peut nous amener à une candidature à 2, une compétition à 2, c'est bien possible. Quand on regarde déjà un dossier qui est pendant devant la justice, où un membre, un membre important, parrain d'un duo, réclame plutôt sa fiche de parrainage, et qui peut ne pas soutenir justement, parce que là maintenant, il y a un vide au niveau de l'article 132. L'article 132 a bien précisé qu'on peut, que le parrain, la fiche de parrainage, bien que nominative, appartient au parti, bien qu'on le veuille ou non. Mais maintenant, là, dans l'article 132, on n'a jamais dit quelque part que le député peut s'abstenir de soutenir. On a dit que le député ne peut pas soutenir le candidat autre que celui de son parti. Mais l'article n'a jamais dit de façon précise que ce député peut s'abstenir de soutenir le candidat de son parti. L'article n'a jamais dit que le député a autorité intégrale sur la fiche de parrainage. Justement, on n'est pas des juristes. Non, on n'est pas des juristes. C'est la raison pour laquelle vous dites que ce sont des ouvertures. Oui, ce sont des ouvertures qui vont permettre maintenant à la Cour de délibérer. C'est ça justement. Donc, jusqu'à présent, on peut dire que le ticket semble être déjà affiné, mais n'est pas gagné d'office. C'est pour ça que je dis que nous avons une possibilité de nous retrouver à 2 parrainages. Je n'ai et Rouanou n'ont pas encore officiellement, en tout cas, signifié. Bon, la Sénat nous dira après avoir ouvert justement le pli, qu'ils ont effectivement le nombre de parrainages. Mais quand vous voyez les mots de remerciement de Paul Rompé à l'endroit des formations politiques de la mouvance, on comprend aisément que peut-être cet aspect est réglé. Parce que voilà, il disait qu'il est très reconnaissant à l'endroit des partis de la mouvance, grâce à qui ils sont là présents, en tout cas à la Sénat, pour remplir cette formalité. Parce qu'il sait que si les partis de la mouvance justement ne lui accordaient pas les droits de parrainage, le dossier serait incomplet. Donc si il prend le risque d'adresser ce message de reconnaissance, je suppose que c'est une affaire de régler et que Paul Rompé peut dormir en paix. Encore que nous savons qu'il y a eu des accords qui ont été signés entre la FCBE et puis ces 2 formations politiques dans la perspective justement de mutualiser les efforts et de se soutenir en cas de difficulté. Les gars, merci beaucoup. Très bonne journée. 8h55 à Cotonou. Merci d'avoir été là. Très bonne journée à vous.